Alors que l'incertitude règne sur le calendrier électoral, le mouvement pour la renaissance du Cameroun transforme l'attente en un avertissement. Réunis en conclave stratégique à Baham, dans la région de l'Ouest, la formation politique de Maurice Kamto a livré un message sans concession à ses troupes. Les militants, briefés sur les potentiels pièges tendus dans ce contexte sur leur route, ont été sommés de redoubler d'ardeur à l'approche des élections législatives et municipales. À suivre également dans ce journal, les avocats d'André Blaise et Sama et les défenseurs des droits de l'homme alertent sur son état de santé critique. Incarcéré à Newbel depuis 9 mois, cet activiste déjà atteint du diabète voit sa jambe se nécroser au point de risquer l'amputation. Sa défense réclame d'urgence son transfert vers un hôpital. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue au journal d'Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Il y a l'ouverture de ce journal dans le Noun. Un élève du lycée bilingue de Koutaba meurt suite à son échec au BEPC. Le décès du jeune Arafat plonge sa famille ainsi que la communauté éducative dans la désolation. Cette situation ouvre le débat sur la question de la gestion de l'échec scolaire qui constitue souvent un traumatisme chez certains apprenants. Maman Soufone et Kevin Thiogo. Arafat Mohamed ne reprendra pas le chemin de l'école à la rentrée prochaine. L'élève en classe de 3e au lycée bilingue de Koutaba, dans le département du Noun, n'a pas pu supporter son échec au brevet d'études du premier cycle, dont les résultats viennent d'être rendus publics. Il était ici au lycée pour sculpter les listes des admis autour de 18h30 et malheureusement, il n'avait pas été admis. Alors, cette situation a provoqué, n'est-ce pas, un choc émotionnel tout simplement. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il m'a dit, bon, je ne sais pas, je ne sais même pas si je vais encore continuer. Je lui ai dit, non, tu dois continuer. Il était en train de pleurer, il ne disait rien, il pleurait seulement. Mais on était là, on essayait de le calmer, mais il ne faisait que continuer à pleurer. Bon, autour de 20h30, 21h, il a commencé à s'affaiblir. Conduit dans une formation sanitaire de la localité, Arafat ne survivra pas à ce choc émotionnel malgré les efforts du personnel soignant. Bon, malheureusement pour lui, une veine était déjà coupée au niveau de la tête. Mais quand même, ils ont quand même tenté de le sauver. Mais il se faisait déjà tard. Il se faisait déjà trop tard. Parce que quand ils ont placé la perfusion, ils n'ont pas pris 3 minutes. Les infirmiers ont constaté que c'était déjà fini pour lui. Une disparition brusque qui ouvre le débat sur la gestion de l'échec aux examens officiels, qui n'est toujours pas une pilule facile à avaler chez de nombreux apprenants. Il avait peut-être peur que au niveau de l'établissement, à la rentrée, bon, il devait voir ses camarades qu'il composait avec eux, qui ont eu, et il devait être un peu stressé. Oui, parce qu'il faut vraiment faire comprendre aux enfants que tout ce que nous faisons ici, c'est passager. L'examen, ce n'est pas une fin en soi. Donc, on peut réussir tout comme on ne peut pas réussir. Donc, quand on part déjà faire l'examen, c'est pour échouer ou pour réussir. Mohamed Arafat a été inhumé en Koundja Aéroport, son village natal, dans le département du Noun, région de l'Ouest, laissant les proches et la communauté éducative dans une profonde consternation. Au sortir des examens, il avait confirmé à son père que cette année était son année. Et que dans tous les cas, il était sûr à 100% de réussir son examen. Malheureusement, tel n'a pas été le cas et ça a créé ce choc. La lutte contre la consommation des substances psychotropes prend de l'ampleur au Cameroun et dans les régions en crise où les populations vivent déjà sous la menace de l'insécurité.
des femmes ont décidé de briser le silence face à cet autre fléau qui détruit leurs enfants. D'Ekona à Kumba, dans la région du sud-ouest, elle lance un appel pressant aux autorités. Dallas Chana, Nzaibwe et Stevian Tepe. Vêtues de noir en signe de douleur face à une jeunesse de plus en plus exposée à la drogue, les femmes d'Ekona envahissent les rues. Pancarte en main, elles lancent un cri d'alarme. À travers cette marche pacifique, elles disent refuser de voir leurs enfants sombrer dans les substances psychotropes. Nous voulons protéger nos enfants et demander à chacun de s'engager pour mettre fin à ce fléau qui détruit notre communauté. Pour plusieurs familles, les conséquences sont déjà visibles. Certaines dénoncent des enfants devenus dépendants, prêts à vendre même leurs propres vêtements pour se procurer des produits psychoactifs. Nos enfants n'ont plus les habits dans les maisons parce qu'ils les vendent pour acheter la drogue. Au-delà de la drogue, les manifestantes interpellent également les autorités sur leurs conditions de vie. Dans cette localité affectée par la crise anglophone, elles dénoncent des cas de harcèlement dont elles disent être victimes lors des contrôles de sécurité. Nous demandons aux forces de l'ordre de mettre fin au harcèlement. Nous souffrons déjà de l'insécurité. Même mobilisation à Kumba, où les membres de l'association des femmes catholiques de la cathédrale Sacré-Cœur de Fiango ont elles aussi marché contre la drogue et les autres fléaux sociaux. Elles appellent les familles à mieux encadrer les enfants et les pouvoirs publics à intensifier la lutte contre les réseaux de trafic. Un combat qui dépasse désormais les frontières du sud-ouest et se fait entendre dans plusieurs régions du Cameroun. Déjà fragilisé et en partie effondré, le pont d'Edinao dans le département du Fako connaît une dégradation très avancée. Cet ouvrage centenaire, essentiel aux échanges économiques et au déplacement des populations, est quasiment inaccessible aux véhicules. Face à l'urgence, le préfet du département du Fako appelle à une intervention rapide de l'État pour sa reconstruction complète. Il s'est exprimé au sorti d'une réunion de crise organisée avec les autorités locales. Lionel Kamkoum et la flèche signée. Fragilisé et en partie effondré, le pont d'Idinao, situé dans le département du Fako, est aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Cet ouvrage vieux de 116 ans est devenu un véritable danger pour ses usagers. Sur cette voie, la circulation des véhicules est désormais interrompue, perturbant le transport des produits agricoles et le déplacement des populations. Pourtant, il constitue un axe essentiel ralliant plusieurs localités, les plantations de la Cameroon Development Corporation (CDC) et les activités économiques au reste de la ville. It is at a very strategical position in town, in Idinao. So without this bridge, you can understand, you can see the level of suffering of the population. Face à cette situation, le préfet du département du Fako, Engelbert Viang Mekala, s'est rendu sur les lieux pour évaluer les dégâts. Il appelle à une intervention urgente de l'État à travers la réhabilitation ou la reconstruction complète du pont. You need immediate intervention, urgent interventions. You need the rehabilitation, if not construction. So we have come to, as I said earlier, to assess the situation so that at the end we will have a comprehensive report to forward to the hierarchy with the suggestion to construct a new bridge. If not, the population will continue to suffer. The movement of the population will not be easy. La réunion de crise tenue avec les autorités locales et les responsables de la CDC a permis d'examiner des solutions provisoires pour rétablir la circulation en attendant une réponse durable du gouvernement. La désignation du nouveau Lawan de Dogba dans le département du Diamaré s'est déroulée dans une atmosphère électrique. Entre contestation virulente de la procédure, accusations d'irrégularité et d'intervention des forces de l'ordre, le processus a débouché sur l'intronisation de Mohamed Damraka, un choix immédiatement rejeté par plusieurs candidats. Un contraste saisissant avec le canton Codec,
où l'élection du chef traditionnel s'est effectuée dans une parfaite sérénité. Un reportage d'Amadou Daïrou, Kemazou Matido Osumba et Claude Yessia. Consultation en vue de la désignation du nouveau Lawan de Dogba sous haute tension. Dès l'ouverture de la cérémonie, plusieurs candidats ont exigé que la consultation se déroule au moyen d'un scrutin à bulletin secret avec des urnes, estimant que cette méthode garantirait davantage la transparence. Face à ces revendications, le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwambarga, a rappelé que la procédure engagée était conforme aux dispositions prévues par les tests en vigueur. La désignation d'un chef traditionnel, ce n'est pas l'élection du maire ou du député ou du sénateur. Il s'agit de désigner. Si vous lisez le décret qui organise la chefferie traditionnelle, vous n'allez voir nulle part le terme élection ou le terme électeur. On parle de la désignation et on parle des consultations. Des explications qui ont provoqué la colère de certains candidats et de leurs partisans. Face à la montée des tensions, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants et sécuriser le site. J'ai des messages WhatsApp que des gens m'ont envoyés en guise de menace. Mais je suis un fils de patriarche. Je n'ai pas peur de menaces. À l'issue de la consultation, le fils de l'actuel Lamido de Maroua, Mohamed Damraka, âgé de 16 ans, a été désigné nouveau Lawan de Dogba. Une décision contestée par plusieurs candidats malheureux qui dénoncent des irrégularités dans le processus. À mesure pour favoriser un candidat, c'est-à-dire le fils du Lamido de Maroua. Nous avions relevé depuis le début du processus plusieurs irrégularités. Et nous avions voulu que cette élection ou cette désignation se passe de façon crédible et transparente. Nous voulions que cette élection soit purement et simplement annulée. Après le retour au calme, le préfet du Diamaré a invité les candidats non retenus à faire preuve de responsabilité en saisissant le ministre de l'administration territoriale s'ils estiment que la procédure de désignation comporte des irrégularités. Par ailleurs, dans le canton de Kodek, situé dans l'arrondissement de Maroua 3, la désignation du chef traditionnel s'est déroulée sans incident. À l'issue du processus, Mohamedou Mamoudou a été désigné chef traditionnel du canton dans un climat apaisé. Dans le sud du pays, une motion de soutien au maire de la ville de Kribi divise la communauté du Grand Nord installée dans cette partie du pays. Le chef de cette communauté accuse un groupuscule de personnes d'usurpation et de manipulation pour adouber le maire RDPC de sa conquête du prochain mandat. La cérémonie s'est déroulée à la place des fêtes de Kribi en présence de notre reporter Joseph Abenabena. C'est une imposante banderole qui annonce ici, à la place des fêtes de Kribi, le soutien de la communauté du Grand Nord pour la réélection du maire de la ville aux prochaines échéances électorales. La motion de soutien est remise au sénateur Grégoire Mbamba, parrain du prétendant à sa réélection. Mais le maigre effectif, quand on connaît les mouvements de foule de cette communauté, laisse tout de suite présager une supercherie. Nos frères pasteurs du Grand Nord n'ont pas répondu présent. Jusqu'à 11h du matin ce matin, on était en contact. Autour de midi, on a coupé le contact. Apparemment, il y a une élite qui aurait appelé ou qui ne vient pas. Il s'agit bien du chef de la communauté du Grand Nord qui dit ne pas se reconnaître dans cette motion de soutien. J'ai été saisi par ce groupuscule pour me dire qu'ils organisaient une motion de soutien au super-maire. La communauté du Grand Nord est organisée. Je suis le chef supérieur de cette communauté. C'est une usurpation parce que cette action n'est pas l'émanation du chef de la communauté du Grand Nord que je suis. Ce qui vient de se passer ne devrait pas être mis sous l'appellation de la communauté du Grand Nord. Sa Majesté Marcel Mbarian
ne manque pas d'avertir les fils et filles ressortissants du Grand Nord sur d'éventuels actes de manipulation. Des individus en mal de poing pourront toujours revenir vers eux, comme cela a été le cas, disant qu'ils agissent au nom de la communauté du Grand Nord, qu'ils restent vigilants. Nous ne voulons pas que cette population si nombreuse soit déviée pour une cause autre que les objectifs que la communauté du Grand Nord s'est fixés. Le Grand Nord, de par sa démographie pléthorique, est reconnu à Kribi comme indicateur sérieux sur la balance des élections nationales ou locales. Son contrôle constitue pour les politiciens un élément de pouvoir. Nous l'annoncions en titre, les avocats d'André Blaise Essama et les défenseurs des droits de l'homme lancent un cri d'alarme sur son état de santé qui s'aggrave alors qu'il est en détention à la prison de New-Bel. Environ 9 mois après son arrestation, l'activiste atteint d'un diabète sévère souffre d'une détérioration au niveau de sa jambe, laquelle pourrait être amputée s'il reste maintenu dans ces conditions. La défense invite les pouvoirs publics à autoriser un transfert dans un hôpital pour sa prise en charge mieux adaptée. Thierry Romanus et Pascal Tanquet. Ses orteils se décomposent peu à peu, sa santé vacille et selon ses proches et avocats, chaque jour qui passe le rapprocherait un peu plus de la mort. Près de 9 mois après son interpellation, André Blaise Essama est toujours détenu à la prison centrale de New-Bel. L'activiste avait été arrêté le 7 novembre 2025 au lendemain de la prestation de serment de Paul Biya dans un contexte de tension post-électorale. Sans mandat, sans convocation et sans assistance d'un avocat au moment de son interpellation, son dossier est aujourd'hui examiné par le tribunal militaire sous des accusations liées à la sûreté de l'État, une procédure que son avocat juge irrégulière. Lorsque j'ai eu constaté, j'ai saisi Madame la présidente du tribunal de grande instance du Vouri en statuant en matière d'habeas corpus au fait qu'elle constate cette illégalité et mette en liberté immédiate, comme le recommande l'article 584. Dans le dossier de procédure, nous n'avions que cet arrêté de garde à vue administrative qui devait automatiquement prendre fin depuis le 26 novembre 2025 tout au moins. Aucune trace, n'est-ce pas, d'un quelconque autre acte. Mais cependant, le juge en charge du dossier, qui a été délégué par Madame la présidente du tribunal de grande instance du Vouri, a continué à maintenir Essama Hoa. L'état de santé d'André Blaise Essama ne cesse de se dégrader. Atteint d'un diabète sévère, il est désormais régulièrement conduit à l'hôpital pour des soins avant d'être reconduit en détention. Dans toutes les prisons du Cameroun d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'on peut y trouver un quelconque plateau sanitaire à même de prendre en charge un quelconque détenu. C'est encore pire lorsqu'il s'agit des détenus qui souffrent des maladies dégénératives, un peu comme André Blaise, parce que voyez-vous, il souffre d'une infection chronique aiguë. On pourrait amputer même, je dirais, ses membres inférieurs s'il n'est rien fait. Pour les défenseurs des droits humains, la privation de liberté ne prive pas un détenu de son droit à la santé. Donc la personne conserve tous ses droits des citoyens, c'est-à-dire le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à sa sécurité. Pour des personnes qui sont incarcérées et qu'on est conscient, on sait qu'ils sont déjà malades d'un certain nombre de choses, il y a des dispositions quand même qu'il faut prendre. On ne peut pas avoir des personnes qui sont soit diabétiques, qui sont gardées dans les prisons dans les mêmes conditions pour quelqu'un qui peut-être ne souffre pas encore d'une certaine pathologie. Même déjà dans la vie normale de liberté, ceux qui ont déjà des pathologies ont un encadrement un peu plus discipliné. Au-delà du cas d'André Blaise Essama, les acteurs de la société civile dénoncent les insuffisances du système carcéral camerounais. Les conditions d'incarcération, l'insalubrité avancée. On peut aujourd'hui se dire qu'au Cameroun, vous pouvez entrer très bien portant en prison, que ce soit à Douala, Yaoundé, un peu de partout, et vous ressortez de là cadavre parce que les conditions dans lesquelles vous êtes incarcéré vous apportent des problèmes dont vous n'êtes pas venu avec. On a comme impression qu'on vous regarde mourir. Alors que son état de santé continue d'inquiéter, la défense d'André Blaise Essama dit redouter une issue tragique si sa prise en charge médicale ne s'améliore pas. Elle craint qu'il ne connaisse un sort similaire à celui d'Anissé Ikané, décédé en détention. Avocats et défenseurs des droits de l'homme appellent les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir son droit à la santé et à la vie. Voilà qui ouvre la page politique de ce journal. Malgré le flou autour du calendrier électoral, le mouvement pour la renaissance du Cameroun appelle ses militants de la région de l'Ouest à rester mobilisés dans la perspective des prochaines municipales et législatives
lors de l'assemblée des structures de cette formation politique tenue à Baham. Les enjeux ont été rappelés ainsi que des pièges à éviter pour s'imposer le moment venu. Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Réunis à Baham dans le cadre de leur traditionnelle assemblée des structures, les responsables du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région de l'Ouest passent au peigne fin la vie de ce parti politique dans leur circonscription, en présence de quelques membres du directoire national. Au cœur des échanges, une question: comment survoler les prochaines élections municipales et législatives? Parmi les solutions prescrites, la discipline. Il est le bon temps que nous puissions amener nos militants à rester mobilisés, à rester fin prêt, parce que vous savez, sans discipline, aucune organisation ne peut bien fonctionner. Puis, en politique où on est un peu même moins qu'à l'église, c'est-à-dire qu'on vient de tous bords, on a tout, parfois les gens veulent sortir sentier battu et se mettre hors les rails. Les enjeux de ces élections ont été rappelés avec un accent sur des localités où la bataille s'annonce particulièrement âpre. Je suis venu mettre en garde mes frères contre ce qui les attend. Non, les prévenir sur ce qui les attend, parce que aujourd'hui, le hasard a voulu que on ait donné, comme j'ai dit, du couscous à quelqu'un sans la sauce, et cette personne doit se débrouiller pour trouver une sauce pour manger son couscous. Je veux faire allusion au président de l'Assemblée nationale qui est natif de ce département, et s'il n'est pas député prochainement, il ne sera plus président de l'Assemblée. Ça veut dire que tout sera mis en œuvre pour qu'il ait son poste de député. Les responsables du MRC disent être au parfum de toutes les manœuvres engagées pour leur complexifier la tâche et appellent leurs militants à rester engagés, prêts à surmonter tous les obstacles. Nous comprenons que le régime en face est mis tout en œuvre pour nous empêcher d'atteindre ces objectifs par le haut. Mais ce n'est pas grave pour nous, parce que ce que le MRC vit, c'est de changer notre pays de manière structurelle, de le libérer totalement et de construire le Cameroun. Alors, que ce soit par le haut ou par le bas, nous sommes prêts. Nous sommes debout et prêts dans les Bamboutos à affronter toutes les épreuves et tous les défis qui se présenteront à nous. Ces responsables des structures de base du MRC ont pris l'engagement de se déployer davantage sur le terrain afin d'assurer à leur parti politique une victoire aux prochaines élections municipales et législatives dans la région de l'Ouest. Justement, toujours à l'ouest du pays, le chantier est colossal. Il faudra recruter, bâtir, équiper, et ce malgré les lenteurs fiscales. Le Conseil régional de l'Ouest mise tout sur l'opérationnel pour ce second mandat. Les élus ont donné le coup d'envoi de cette dynamique lors du tout premier conseil ordinaire de l'année. Un reportage est signé Robert Kenyé et Leclerc Tsakem. Réunir en session ordinaire, le Conseil régional de l'Ouest a fait le poids. La première mandature a été marquée par l'attente du transfert de la fiscalité locale. Une situation qui limite encore la capacité à recruter le personnel nécessaire. Le travail qui a été fait a été approuvé et validé. Le personnel est très insuffisant. Il y a un problème de qualité et un problème de quantité. Donc nous attendons impatiemment la fiscalité locale pour nous permettre d'aller bien au-dessus de ce que nous envisageons faire. Lors de la session ordinaire consacrée à l'installation et au rapport de l'exercice 2025, les conseillers régionaux ont voté et adopté 8 délibérations à l'aube de cette seconde mandature. Vous savez que notre conseil est multipartisan et il peut y avoir des discussions avec des divergences politiques, mais in fine, on travaille pour une même cause, c'est celle du développement de la région de l'Ouest. Nous sommes partis sur des rudiments, n'est-ce pas, sur des balbutiements. Et aujourd'hui, nous savons exactement où nous sommes en train d'aller. L'essentiel des projets ont été exécutés. Pour l'exercice qui a commencé déjà en janvier 2026, on espère une progression, n'est-ce pas, et une concrétisation également de l'ensemble de projets. Les défis restent nombreux dans les secteurs prioritaires. Santé, éducation, infrastructure. La région de l'Ouest fait face à des besoins importants, accentués par des catastrophes récurrentes, surtout en saison de pluie. La présidente de la commission de l'environnement et son équipe ont du pain sur la planche. Au regard des catastrophes, les chantiers sont véritablement immenses. Et c'est la raison pour laquelle c'est une commission qui va travailler beaucoup plus que les autres commissions.
parce que la dernière mandature, nous étions encore au début, donc c'est une mandature de prise de contact, c'était une mandature où il fallait déjà prendre possession de l'organe, et c'est celle-ci qui est vraiment la mandature de l'action. En attendant le transfert de la fiscalité, le Conseil régional de l'Ouest trace sa feuille de route. Les 8 délibérations adoptées fixent le cap de ce nouveau bail. Parlons de toute autre chose à présent. Le ministre de l'administration territoriale a récemment convoqué les responsables des témoins de Jéhovah et de la mission Vie et Paix au Cameroun, avec comme motif les dérives constatées au sein de ces mouvements religieux, notamment le tragique meurtre d'une fillette de 11 ans. À l'issue de cette rencontre, le membre du gouvernement a adressé une mise en garde ferme aux dirigeants des 2 communautés religieuses. Les détails avec Joël Essengue et Gizogo. Devant le ministre de l'administration territoriale, tour à tour, les responsables des témoins de Jéhovah et de la mission Vie et Paix au Cameroun, s'ils n'étaient pas en procès, ont néanmoins dû faire face à des accusations formulées contre ces églises. Dans certains endroits, les témoins de Jéhovah ou les adhérents ou les enfants ne chantent pas l'hymne national parce que ça serait contraire à leur foi religieuse. Quand on voit les images d'un enfant de 11 ans qui a été poignardé 17 fois et qu'en fin de compte, on dit que c'est sur le label d'une église, là, il y a problème. De plus, pour les témoins de Jéhovah, le ministre de l'administration territoriale a pointé le cas portant sur le domaine sanitaire. Les campagnes concernant les dons du sang, les vaccinations et les transfusions. Dans certains endroits, il est rapporté que quand vous êtes membre de cette église, dans le domaine de la santé, vous avez des restrictions dans telle ou telle activité. Convoquant alors la Bible, le ministre de l'administration territoriale a fait lire un extrait du chapitre 13 de l'épître de Paul aux Romains, des versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. De leur côté, les témoins de Jéhovah se sont défendus de toute défiance à l'endroit du pouvoir. Mais l'avertissement du ministre de l'administration territoriale, qui a rappelé que les témoins de Jéhovah sont restés interdits de 1960 à 1982, s'est voulu, sans équivoque, pour les 2 églises. Les églises doivent nous amener à construire et non à détruire. Les églises doivent nous amener à prêcher la bonne nouvelle. C'est ça notre combat aujourd'hui. En précisant que 1400 églises de réveil ont été fermées ces derniers mois au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale a conclu que ces fermetures vont se poursuivre. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Equinox Soir avec Donald Brice-Kamgan et ses invités pour le débrief du journal. Bonsoir Donald. Bonsoir Erich. L'état de santé d'André Blaise et Sama inquiète la société civile. Effectivement, les avocats d'André Blaise et Sama ainsi que les défenseurs des droits de l'homme alertent sur l'état de santé critique. Incarcéré à New Bell depuis environ 9 mois, cet activiste déjà atteint du diabète voit sa jambe se nécroser au point de risquer l'amputation. Sa défense réclame justement l'urgence de son transfert vers un hôpital Donald. Et ce sera la suite de nos échanges sur le plateau ce soir. Merci Rich et à demain 20h. À demain Donald. Retour sur le plateau avec nos invités, maître Fabien Kenya, avocat au barreau du Cameroun et avocat des détenus de la crise post-électorale, Jacques Bagnologue, journaliste et analyste politique, Jean-Claude du RDPC et Marie-Queen Douala, mais également avec nous en repérage de Genève en Suisse, Hilaire Zouyem, acteur de la société civile, responsable relations publiques de l'ONG United for Cameroun. Maître Fabien Kenya, concrètement, aujourd'hui, quelles sont les conditions de détention de cette personne en termes d'accès aux soins de santé, en termes de nutrition ou simplement de conditions de vie au sein de ces différentes prisons? Donald Brice, avant de vous répondre, vous aurez constaté que cela ne vous a pas échappé, que beaucoup de copanélistes ici sur votre plateau en ont appelé, n'est-ce pas, au ministère de la Justice, garde des Sceaux, ainsi qu'au ministre délégué pour qu'on puisse se pencher sur la situation de ces prisonniers. Parce que pour eux, ils ne s'imaginent pas
Donc ils ne sont pas sous main de justice, ils sont plutôt entre les mains de la justice militaire qui a à sa tête le président de la République, président du RDPC. Cela vaut la peine. Donc c'est des civils qui se retrouvent aujourd'hui entre les mains de la justice militaire et qui décident, qui obéissent aux instructions de leur chef. Retour à ma question. Revenons maintenant à la conditions de détention. À la question que vous me posez. Je dois vous assurer que cela est véritablement commun à toutes les prisons du Cameroun. Les prisons du Cameroun sont des véritables mouroirs. Il suffit, n'est-ce pas, de s'y rendre pour s'en rendre compte, parce que l'environnement est malsain, insalubre. Il y a un manque criard d'eau, de latrines, un manque de médicaments et de soins appropriés au niveau de l'infirmerie. Et je dois vous assurer que toutes les personnes qui sont aujourd'hui incarcérées sont exposées pour la plupart à des relations sexuelles, excusez-moi du peu, contre nature, et pour la plupart des jeunes sont contraints. Vous imaginez, sont contraints, ça veut dire par exemple à l'homosexualité forcée. Cela se passe particulièrement à la prison de Yaoundé ainsi que la prison de Fouman, où j'ai été interpellé ou appelé au secours plus d'une fois par nos jeunes, n'est-ce pas, qui séjournent là-bas. Par ailleurs, je crois que pour ce qui concerne particulièrement la prison de Newbel, je ne convierai personne, je vous assure, à faire un tour là-bas, surtout même en dehors, aux côtés du versant droit. C'est devenu quand même carrément un dépotoir ou un dépotoir, n'est-ce pas, de toutes sortes de déchets. Je me demande comment le personnel lui-même fait pour s'en sortir dans cet environnement carcéral insupportable. C'est pour ça que quand je rencontre ces détenus politiques, ils me disent que, n'est-ce pas, même leurs geôliers, c'est-à-dire les gardiens de prison, sont parfois, comment dirais-je, sont parfois nerveux, méchants vis-à-vis de ces détenus, parce que même eux-mêmes ne sont pas logés à la bonne enseigne. J'étais par exemple dans la prison de l'Ouest, je ne vais pas citer la prison pour que, n'est-ce pas, on ne tape pas sur ces personnes, les gardiens de prison se plaignaient, n'est-ce pas, de ce que leur statut ne soit pas respecté, de ce que leurs primes ne soient pas payées depuis. Je les vois même vivre dans un environnement exécrable. Il n'y a qu'à les voir, n'est-ce pas, quand vous rendez en prison, dans les conditions dans lesquelles même les gardiens de prison vivent. Donc nous avons aujourd'hui affaire à une prison, à un environnement même qui constitue en quelque sorte des véritables miroirs. Si on veut vous tuer aujourd'hui, il faut qu'on vous envoie tout simplement en prison. Jean Bagnologue, on sait que la surpopulation carcérale de façon globale est une gangrène de la justice au Cameroun. Cela signifie que l'arrestation récente de ces Camerounais a aggravé la situation. Oui, forcément, l'arrestation de certains Camerounais après tout ce qui s'est passé à la présidentielle a forcément aggravé la situation. Avant même déjà la présidentielle, nous étions en situation de surpopulation carcérale. Pourquoi? Parce que très souvent, des personnes sont mises sous mandat de dépôt. Dès qu'on vous arrête, on vous met d'abord sous mandat de dépôt, sans qu'on ne cherche à connaître même ce que vous avez fait. C'est après qu'on vous envoie devant un juge. On a un véritable problème de surpopulation carcérale dans notre pays, le Cameroun. Je vous l'ai dit, il faut des maisons de détention, des maisons d'arrêt. Il faut en construire davantage, parce que même celle de Ngoma est déjà asphyxiée par le nombre de personnes qui sont de ce côté. Or, pour éviter donc les problèmes de surpopulation carcérale, qu'est-ce qu'il faut? Tout simplement, il faut, que les procédures en la matière puissent être de temps en temps respectées. Il faut que les procédures soient respectées. Maintenant, Donald Brice, moi je voudrais que l'on s'apesantisse également sur un aspect important. Et je rejoins Maître Kenyé. Quand vous aménagez les prisons, vous les aménagez pour ceux qui y résident, même pour le personnel pénitentiaire. Donc moi je ne sais pas comment le personnel pénitentiaire vit de ce côté-là. Les gardiens de prison qui sont à Newbel et un peu de partout, comment est-ce qu'ils font dans un environnement insalubre comme celui-là? Donc, en arrangeant nos prisons, en les aménageant, cela participe également d'un environnement dans lequel peut se mouvoir voilà, toute personne qui travaille. Donc, quand vous gardez les prisons insalubres, vous ne les faites pas seulement pour ces gars-là.
qui sortiront avec des maladies, vous-même, vous pouvez être exposé à ces maladies-là parce que je suppose que vous allez vers eux, le contact avec ces personnes au quotidien. Donc, disons ici avec force que la situation de ces détenus de droit commun n'est pas des plus agréables. Et quand on appelait tout à l'heure à ce que les autorités puissent y jeter un regard, je l'ai dit, Maître Nier, ce n'est pas parce que on va influencer les procédures. Le plus difficile, c'est souvent que ces autorités ne sont même pas informées. Vous le savez ici, Maître Kenye. Vous avez souvent eu à voir des dossiers où, une fois que le magistrat a l'information, il se demande, mais comment est-ce qu'on a pu bâcler ce dossier et finalement on a relâché les personnes. Soyons également d'accord avec le fait que Maître Kenye l'a dit, plusieurs personnes qui ont été arrêtées ont été libérées. C'est vrai qu'il a dit, il ne sait par quel moyen. Donc lorsque les personnes sont libérées, il ne sait par quel moyen. Mais lorsqu'elles sont maintenues en détention, il sait par quel moyen. Non. Il y a des personnes qui, le même vous voyez que le même mérite. Non, il y a des personnes qui méritent, qui ne méritent pas leur place en prison. Je voulais pas en dire plus. Hein. Voilà, moi je dis ça aurait choqué la communauté internationale surtout. Oui, merci. Moi je dis simplement qu'il faut apaiser. Il faut apaiser et il faudrait que la justice aille de façon millimétrée au peigne fin, passe au peigne fin chaque dossier. Parce que vous verrez même qu'il y a des gens qui sont en prison, on ne retrouve même pas leur dossier. J'ai déjà eu à voir certains avocats qui disent qu'il va défendre quelqu'un, il demande le dossier, on ne le retrouve même pas. Il faudrait donc passer au peigne fin, prison par prison, les dossiers des uns et des autres. Certains même, on ne sait même plus ce qui les y avait amenés. Donc appelons de tous nos voeux à des prisons qui sont humaines, qui sont humanisantes, à des conditions de vie humanisantes dans nos prisons, pour que l'image que le Cameroun reflètera et renverra à l'extérieur soit une image d'un pays qui sait protéger ses enfants, même lorsqu'ils sont en prison. Alors, si on s'en tient aux chiffres que nous annonce ce soir, Maître Fabien Kenye, Marie Queen, on a environ 9 mois après la présidentielle, 500 personnes qui sont dans les prisons. Bon, c'est un chiffre approximatif, précise-t-il. C'est par nécessité ou c'est par orgueil politique que ces personnes sont retenues? Avant de répondre à ta question, je voudrais revenir sur la question de la surpopulation dans nos prisons. Moi, je pense que cette surpopulation est due à la corruption, est due au manque de magistrats, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de magistrats qui arrivent à saisir les dossiers des uns et des autres qui se retrouvent en prison. Le Cameroun en a à peu près 1500. 1500 sur combien de prisons et sur combien de personnes qui se retrouvent en prison. Et pourquoi est-ce que les gens sont toujours privés de liberté? Ça, c'est la question que je pose. Parce qu'il y a des problèmes dont on pouvait, c'est-à-dire, gérer autrement que d'envoyer les gens en prison pour surpeupler la prison et, c'est-à-dire, et faciliter la promiscuité, faciliter l'inceste, faciliter l'homosexualité, faciliter la drogue. Parce que lorsqu'on arrive, par exemple, à la prison centrale de Nkondengui, la drogue qui est distribuée à l'intérieur, vraiment, elle ne dit pas son nom. C'est un laboratoire. Donc, on ne peut pas arrêter les gens au quartier. Ils rentrent en prison, ils commencent encore à faire du trafic de drogue, ils commencent à faire du trafic de l'homosexualité, ils commencent à faire du trafic de lesbianisme. Tout cela, vraiment, je pense qu'il y a un sérieux problème. Et l'État doit se pencher dans cette situation. Parce que je ne comprends pas pourquoi un magistrat qui sait qu'il y a un dossier qui se trouve en prison et qui ne soit pas en mesure de traiter ce dossier 1, 2, 3 mois. Quelqu'un passe 9 mois sans être convoqué devant le juge. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Et ça, ce n'est pas une personne, pas deux personnes. C'est pour ça que nos prisons sont remplies. Parce que les gens ne font pas leur travail, excusez-moi. Parce que celui qui a l'amabilité de gérer les problèmes des citoyens, ils savent que l'état des prisons n'est pas assez bon et conforme. Il doit s'arranger qu'à un moment, il faut qu'il gère ces dossiers. Pourquoi est-ce qu'on ne gère pas ce dossier? Pour qu'on gère un dossier, il faut qu'on aille faire la corruption. Maître Kenye a dit tout à l'heure qu'il ne sait pas comment certaines personnes sont sorties en prison. Parce que ces gens n'ont jamais été interpellés. Normalement, ils se retrouvent seulement là parce qu'on a dit que Paul Biya, on a dit ceci. Ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer un pays. Il faut que les gens soient humains. Maintenant, pour revenir à ta question, je pense que ces gens sont maintenus en prison parce que c'est le politique qui l'accepte, le système actuel, juste parce que c'est par orgueil qu'ils laissent ces gens en prison. Parce que si on veut voir au fond,
pourquoi ces gens sont toujours en prison? Paul Biya a déjà pris le pouvoir, je continue à le dire. Est-ce que ces gens sont encore un danger? Est-ce qu'ils peuvent encore créer la rébellion contre Paul Biya? Qui va aller le retirer là-bas? Si ce n'est que la mauvaise foi et la façon d'intimider les autres Camerounais pour qu'aucun autre Camerounais ne puisse s'exprimer normalement. Je pense que c'est ce fait qui se passe actuellement. Oui, disons quand même à l'attention de ceux qui nous regardent qu'au lendemain de la présidentielle, ceux qui sont en prison ne sont pas seulement ceux que Marido essaye de décrire, qui ont dit que Paul Biya ceci. Disons également que les gens sont en prison parce qu'ils sont allés casser l'immeuble de Congel. On connaît ceux-là, on les a vus à travers les vidéos. On les a vus à travers les vidéos. Je suis dans ce dossier-là. Ceux-là n'ont pas une proportion. Nous sommes en train de parler des prisonniers politiques. Nous ne sommes pas en train de parler des délinquants. Les délinquants, c'est autre chose. On va organiser une émission pour les délinquants. Tu vas me dire que Essama, c'est un délinquant. Essama qui doit être amputé, c'est un délinquant. Oui, j'apportais seulement cette précision. Pour qu'on ne fasse pas d'amalgame. Parce qu'il y a des personnes qui sont en prison parce qu'elles ont fait des casses. Et je ne voudrais pas qu'on utilise toujours le terme de prisonnier politique pour tout le monde. Parce que pour la plupart, ce sont des détenus de droit commun. Marie vient de parler de Paul Biya. Jean-Claude Youth, voici ce qu'il disait le 6 novembre 2005 lorsqu'il prêtait serment. 2025, pardon, lorsqu'il prêtait serment. J'en appelle donc à l'Union sacrée. Joignez-vous à moi pour que nous puissions ensemble, dans la paix et la concorde, relever les formidables défis auxquels notre pays est confronté. 9 mois après ce discours, est-ce que ce dont nous débattons ce soir n'est pas en rupture avec cet appel, certains pensaient à un appel à la réconciliation nationale après cette vague de violence liée à la présidentielle? Paul Biya, lui, il a fait l'appel. Est-ce que vous avez suivi Issa Chiroma Bakary dire « Je reconnais que Paul Biya a gagné l'élection présidentielle ». C'est lui qui est en prison. Mais parce que Paul Biya lui tend la main. C'est la condition. Vous êtes en train de faire un bilan 9 mois après. On veut bien vous comprendre. Mais laissez-moi donc vous expliquer. Vous avez dit 9 mois après. 9 mois après, il y avait des protagonistes qui contestaient la victoire de Paul Biya. Est-ce que ces protagonistes-là, eux aussi, ont mis un peu de l'eau dans leur vin pour dire que je reconnais en Paul Biya le vainqueur, pour parler d'apaisement? Non. Mais ils attendent que Paul Biya, lui, président de la République, qui ne le reconnaissent pas, puisse maintenant prendre les pouvoirs qui lui sont conférés, dont eux, ils ne le reconnaissent pas. Comment pourront-ils bénéficier des pouvoirs qui sont conférés à celui qui ne reconnaissent pas la légitimité ni la légalité? Voilà la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous avez suivi le professeur Maurice Kamto vous dit que je reconnais la victoire de Paul Biya 9 mois plus tard, ainsi de suite. Ou bien les militants du MRC. Ou bien les militants du MRC. Non, mais vous nous citez ici des militants qu'on dit d'ordre politique. Non, sauf que le professeur Maurice Kamto ne s'est prononcé sur rien. Ok. Il n'a même pas dit que quelqu'un a gagné, ni Tiroma, ni personne. Il n'a rien dit. C'est curieux quand même. C'est curieux. Même depuis 2018, est-ce qu'il a même reconnu que quelqu'un avait gagné? Mais texte, par contre, lui, il disait qu'il avait gagné. C'est le système. Alors, vous posez une question bilan. Marie, s'il vous plaît. Dans le texte d'investiture que j'ai sous mes yeux, nulle part pour bien le préciser qu'il faut des conditions. Est-ce qu'on parle de conditions? Mais quelqu'un vous dit, je vous tends la main. C'est à peu près comme la commission de désarmement, de démobilisation, de réinsertion a été créée. Ensuite, j'ai suivi des hérésies où on dit l'armée doit se désarmer. Pourtant, on a dit, il y a l'armée qui est là, qui doit être armée. Et en face, certains ont pris des armes et ça a créé ce qu'on appelle la guerre civile. Paul Biya tend la main. Et il crée cette commission pour pouvoir donner une facilitation à ceux qui se sont dérobés de revenir. Alors, ces camps-là sont là, vous déposez les armes et vous vous réinsérez. Mais après, vous allez venir nous dire que quel est le bilan de plusieurs années et tout. Vous ne devez pas me couper parce que ce n'est pas vous qui donnez la parole. Il n'y avait pas d'armes au départ. C'est vous qui dites vos choses-là, vous êtes en train de dire aujourd'hui. Oui, Jean-Claude, vous bon, mais en réalité, lorsque vous étiez donc en train de parler, nous vous avons donné les mécanismes comme président de la République. N'oublions pas qu'on parle d'une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Alors, si
l'exécutif s'immisce dans le judiciaire, on va dire il n'y a pas indépendance de la justice. Et nous serions ici à faire d'autres débats. Alors, lorsque l'affaire est pendante en justice, attendons une décision judiciaire parce que la Constitution consacre et donne la possibilité au président de la République de pouvoir gracier. C'est ce que le président de la République peut faire. On peut arrêter les poursuites, mais je me souviens que au lendemain des élections et après une certaine période, plus de 75-80% des arrêtés, des interpellés ont été libérés. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Ils ne sont pas tous incarcérés. Ceux qui avaient des motifs dont les dossiers portent et sont pendant en justice, c'est ceux-là qui sont qu'on continue à pouvoir les poursuivre. Maintenant, je reconnais un fait, et c'est une réalité. Nous avons des sous-effectifs des magistrats. Ça, ne nous mentons pas. Il faudrait qu'on augmente, mais maintenant, il faudrait qu'on augmente le budget du ministère de la Justice. Parce que pour pouvoir construire plus de maisons d'arrêt, ou bien plus de prisons, ou de maisons de correction, parce que les prisonniers ne sont pas dans la prison avec les mêmes motifs. Il y en a qui sont là pour des peines à mort, des peines à vie. Il y en a qui sont là pour des peines mineures, et ainsi de suite. Donc, il faudrait que nous construisons plus de prisons. Mais, je vous dis aussi que vouloir construire plus de prisons, c'est aussi être en train de dire qu'il y a un recul en termes des mœurs. Il y a un recul en termes des valeurs. Ça voudrait dire que l'éducation au niveau familial a failli. Merci. Parce que si nous n'arrivons pas à pouvoir enseigner à nos enfants comment vivre avec la réglementation, la loi, et ne pas faillir et la boycotter, à partir de ce moment-là, nous aussi, nous avons nos responsabilités. Merci. Mais il faut plus de moyens pour le ministère de la Justice pour pouvoir relever ce défi. Un magistrat a besoin des greffiers, des auditeurs de justice, des experts judiciaires. C'est aussi beaucoup de personnel qu'il faut. Merci. Ilia Zoyem, est-ce qu'il aurait fallu que l'opposition et la société civile, comme nous dit Jean-Claude ce soir, mettent de l'eau dans leur vin pour aller vers cette réconciliation dont parlait Paul Biya le 6 novembre 2025, à sa prestation de serment? Oui, j'espère que le réseau nous permettra cette fois-ci d'aller jusqu'au bout. Il est indéniable qu'on a un gros problème de surpopulation carcérale. C'est pas bon. Vous m'entendez? La liaison ne semble pas bonne avec Genève, manifestement. Maître Fabien Quigné, on a entendu ces derniers mois des bruits, des informations fondées ou non fondées, vous nous direz, autour des conditions et des circonstances entourant la libération de certains détenus politiques. Certains parlent de l'argent qui circule pour certaines libérations. Est-ce que c'est des rumeurs ou c'est la réalité? Vous qui êtes dans ces couloirs. Maintenant, je vais me garder de dire certaines choses pour la salubrité publique. S'agissant de ce qui se passe à travers ces libérations, ce qui m'importe, c'est les conditions, n'est-ce pas, de ces prisonniers politiques dont j'ai la charge, et dont on parlait tout à l'heure des conditions carcérales. L'une des causes, c'est la surpopulation carcérale, parce que, voyez-vous, près de 70% des personnes qui sont dans nos prisons sont en détention préventive, en violation tant des traités et conventions internationaux que de la Constitution en son préambule et de l'article 8 du Code de procédure pénale qui prescrivent la présomption d'innocence. C'est-à-dire tant que vous n'êtes pas déclaré coupable par un tribunal indépendant à la suite d'un procès équitable, vous ne devez jamais être mis en détention. C'est ça le problème. Et je dois vous avouer, mais vous le savez très bien qu'on peut mettre en détention lorsqu'on n'a pas la garantie que vous allez que tous ces prisonniers politiques, à l'instant où je vous parle, vous le savez très bien. À l'instant où je vous parle, le juge de liberté sont abandonnés à eux-mêmes. Pour la plupart qui demeurent encore en prison, ce sont des pauvres. Ceux qui ont des moyens. Les riches, n'est-ce pas, se sont plus libérés, je ne sais pas
quelles conditions. À travers cela, j'aurais tout dit. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Qui était riche. On a compris. Vous gardez la parole en 30 secondes sur les mineurs. Le ministre a engagé, qu'on a su au journal, s'est engagé il y a quelques mois à libérer, devant les médias, à rassurer que les mineurs seraient libérés. Est-ce qu'aujourd'hui, rendu au mois de juillet 2026, tous les mineurs sont hors de nos prisons? Ça me fait vraiment rire parce que j'ai en mémoire pratiquement les situations de tous ces détenus politiques. Parce que voyez, je vais citer un cas dramatique de Gadjou Jennifer qui se retrouve à la prison, n'est-ce pas, principale de Bafoussam, une jeune fille âgée de 20 ans, coiffeuse, de père dont le père est, je crois, un conducteur de Benskin. La mère est ménagère, en principe sans emploi. On l'a arrêtée entre les mains de sa mère parce que des fugitifs qui auraient marché, n'est-ce pas, passaient autour d'elle. Lorsque je me rends à la prison centrale de Bafoussam, la première fois que je la rencontre, je la fais venir, vous vous imaginez, je la trouve enchaînée. Même dans la prison, on me rapportera qu'elle s'adonne, n'est-ce pas, à la pratique d'homosexualité et que c'est pour cela qu'on l'a âgée de 20 ans. Donc, à l'heure où je vous parle, surtout dans la région de l'Ouest, nous avons encore pratiquement près d'une quinzaine de mineurs qui sont encore incarcérés. Donc 2 élèves, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, âgés d'à peine 17 ans à la prison de Baganté, qui, faut-il aussi le rappeler, étaient élèves, n'est-ce pas, au lycée de Nilon, et c'est pendant qu'ils rendaient visite à leurs grands qu'ils ont été interpellés. Même au niveau de Douala, il y a un autre jeune qui a été fort heureusement libéré, je crois, le mois dernier, âgé d'à peine 18 ans, qui a même attrapé la tuberculose au sein de la prison de Nouvelle. Je ne sais pas si, n'est-ce pas, c'est pour des considérations humaines. C'est dont j'en doute, n'est-ce pas, qu'il a été libéré. Oui. Donc les mineurs aujourd'hui, n'est-ce pas, demeurent en prison malgré le discours officiel. Jean Bagnola, est-ce qu'on va finalement solder le passif, passez-moi l'expression, de cette élection présidentielle? Nous sommes 9 mois après, octobre 2025. Hein. C'est ce que nous appelons de tous nos voeux. Il y a un président qui est déjà en exercice. Il est où? Je ne savais pas que c'est vous qui posez les questions. Vous l'avez fait tout à l'heure, non? Il y a un président qui est donc en exercice. Et je l'ai dit, pour moi, il faut apaiser. Je me réjouis de ce que vous avez cité tout à l'heure, que vous avez cité le texte du président de la République, qui lui-même tend la main. Et le président de la République a souvent lui-même dit qu'il est un mendiant de la paix. Et dans son discours d'investiture, il a également tendu la main. Mais vous savez, on peut vous tendre la main et vous ne prenez pas la main tendue aussi. On peut vous tendre la main, vous refusez de prendre la main tendue. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans un jusqu'au-boutisme politique qui, à un moment donné, les perd même à la limite. Je me réjouis de ce que le professeur... Dans ce cas, qui ne prend pas la main tendue? Non, mais ceux qui n'ont pas reconnu la victoire du président de la République, Paul Biya, c'est tout. Voilà. Donc, je dis donc que le président de la République a tendu la main. Et s'il tend la main, ceux qui sont en face doivent prendre cette main tendue-là. Parce que, vous savez ce qui me gêne personnellement, Donald Brice, je vais vous le dire ce soir. C'est qu'on a des enfants, vous avez parlé des mineurs qui sont en prison. Qu'est-ce que les mineurs font en prison? Mais parfois, ces enfants de 13 ans, 14 ans qui restent à Maroua, Garoua, qui ne sont peut-être pas allés à l'école, ont seulement suivi comme on leur a dit en langue que sortez. Et ils sont aussi sortis. On les a arrêtés pour certains. Où est donc ce monsieur qu'on appelle Tiroma pour faire une sortie officielle et dire qu'enfin, je reconnais que c'est le président de la République, Paul Biya, qui a gagné. Et je plaide pour que tous ces enfants que j'ai envoyés directement ou indirectement dans la rue, qu'on puisse se pencher sur leur situation. Donc je pense donc que quelqu'un comme Tiroma, qui est la cause de ce que beaucoup sont en prison aujourd'hui et qui mène sa vie, je ne sais où, actuellement, devrait donc, peut donc faire une sortie et reconnaître enfin la victoire du président de la République en disant que ces enfants qui sont sortis pour moi, je plaide pour qu'on puisse les faire sortir de là. Mais quand vous avez donc un président de la République qui tend la main, et en face vous avez quelqu'un qui continue de vous dire que c'est moi le président de la République,
en nommant, je ne sais pas trop, en disant que je vais rentrer, je vais revenir. Vous voyez voyez que ça rend davantage difficile l'apaisement sur le plan politique. Moi, je suis sur le Tu insultes la mémoire d'Anissa Ekane. Tu insultes la mémoire d'Anissa Ekane. Non, moi, je suis là pour résoudre. Tu insultes la mémoire d'Anissa Ekane. Il ne faut pas exagérer. C'est ça qu'il est parti en prison. Non, tu insultes la mémoire d'Anissa Ekane. Parce que Anissa Ekane a-t-il besoin de reconnaissance? Moi, je suis dans... A-t-il besoin de reconnaissance si tant qu'il a gagné? Moi, je dis ceci. Je ne suis plus dans les conditions carcérales. Je suis dans l'apaisement sur le plan politique. On a vu que depuis il y a eu des morts, il y a toujours des tensions. Il y a eu des morts. Donc je dis donc il faut une réconciliation nationale. Ne demande pas Tiroma d'accepter. Charles, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il faut qu'on aille. Mais vous m'interrompez alors que Maridou et Maître Kenny ne me laissent pas parler. Maridou, est-ce que aujourd'hui, comment arriver à cet apaisement appelé de tous les jours? Comment arriver à cet apaisement? On ne va pas ressusciter les morts, mais je pense que le système actuel doit rendre le jeu un peu plus fluide pour tout le monde. Et que le système actuel, tu as dit, s'éclipse parce qu'on n'a plus besoin des grabataires pour nous diriger. On a besoin d'un nouveau sang. Même au sein de l'étatique actuel, on peut trouver quelqu'un d'autre qui fera mieux que ce qui se passe actuellement. Parce que tout ce que nous vivons actuellement au Cameroun, c'est du folklore. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Nous sommes peut-être dans une monarchie traditionnelle. Je ne cesse de le dire. Dans une monarchie traditionnelle avec un système totalitaire. Parce que quand tu parles d'apaisement, qui peut apaiser qui ici? Parce qu'aucun Camerounais ne peut rien dire. Le judiciaire est contrôlé par le RDPC. Toutes les institutions du Cameroun sont contrôlées par le RDPC. Alors on va trouver dans la paix à quel moment? Il n'y aura jamais d'apaisement. Oui, Jacques-Claude, si le régime décide de libérer toutes ces personnes, ce serait quoi, un aveu d'impuissance? Non, mais c'est pas ça. La justice suit son cours. J'aimerais évoquer le cas des mineurs dont on a parlé. Vous vous souvenez du phénomène des microbes? Les microbes, ces mineurs-là ne sont même pas majeurs. Mais entre-temps, c'est eux qui ont même parfois les poignards et tout. Et je vous rappelle qu'une société aussi qui ne protège pas les concitoyens, ça voudrait dire que nous sommes aussi en manque de nos devoirs et de nos obligations. Parce qu'il y a des concitoyens qui ont besoin de vaquer régulièrement et normalement à leurs occupations. Et les microbes les agressent, poignardent et ainsi de suite, au nom du fait que quelqu'un est mineur. Alors, est-ce que parce que quelqu'un est mineur, pourtant en réalité les faits et les délits qui lui sont opposés l'amènent à pouvoir aller tout droit en prison? Je pense que le débat est aussi là, où est-ce que nous sommes encore en situation de considérer que l'âge de la majorité aujourd'hui est la bonne pour que nous puissions en arriver à la considération que qui est mineur émancipé et qui ne l'est pas. Merci, on nous signale que c'est terminé pour ce soir. Merci chers messieurs, merci madame d'être venus ce soir pour éclairer nos téléspectateurs. C'était Equinox Soir, la 3e sortie de cette semaine. On vous retrouve avec le même plaisir demain pour le 4e numéro de la semaine. Excellente soirée sur Equinox Télévision.